Troisième vidéo sur la partie 1.1, les conditions de l'érosion. Avec des profils topographiques, on vient de mettre en évidence la présence de cours d'eau qui façonnent les reliefs et qui manifestement sont capables d'éroder différents types de roches. On a évoqué le calcaire et on a vu avant aussi le granit. Alors justement, parlons-en. Je vous montre ça, il s'agit du document 3 de l'activité. Vous en avez un total de 10 à étudier, donc il va falloir être efficace. Ces 10 documents, enfin 7, 10-3, vont être utiles pour à la fin construire un schéma bilan qui regroupe toutes ces informations, et ça vraiment c'est pas facile. Donc ce que je vais faire, c'est commenter brièvement tout ça pour vous aider à comprendre, et ça sera à vous de faire le schéma à la maison, schéma qu'on corrigera plus tard bien sûr. Ok, ici vous avez une roche qui est à l'affleurement, c'est-à-dire qui est à la surface et qu'on peut observer directement. Cette roche, c'est du granit qui est dans plusieurs états. Le premier est représenté en bas à gauche, c'est du granit qui est sain. Alors on en distingue peut-être un petit peu sur l'image, à droite ici, ou bien en bas à gauche. Mais quand même, l'essentiel du granit que vous avez ici est altéré. Il a subi le processus d'altération, ça correspond à l'échantillon qui est au milieu, qui, vous le voyez, a un aspect un peu différent. Sur l'affleurement, on a des blocs qui commencent à s'arrondir, à s'individualiser au niveau des diaclases. Troisième stade, c'est celui de l'arène granitique. Alors là, l'altération est encore plus avancée et la roche est réduite en particules, plus ou moins grossières, pour finalement donner du sable. Vous savez que le terme arène, qu'on emploie encore dans le langage courant, ça désigne plutôt ceci, un bâtiment à peu près circulaire dans lequel on organise des jeux, des spectacles, et dont le sol est recouvert de sable. C'est quand même bien pratique le sable pour absorber le sang des gladiateurs lors des combats. Bon, ça se fait plus trop ça maintenant. Voyons à quoi ressemblent les roches lorsqu'on les regarde à la loupe, ou même à l'œil nu, si vous avez une bonne vue. Là, on distingue clairement les minéraux qui constituent la roche. Ce sont ces grains clairs, ces grains sombres, de couleurs, de formes, textures, brillances qui sont différentes, et on va justement utiliser ces critères pour les identifier. Pour ça, il existe des planches de référence qui vous montrent des exemples, et surtout, c'est ça le plus important, qui vous décrivent l'aspect. Si je prends le quartz par exemple, qui est en bas à droite, on dit qu'il a l'aspect de gros sel et qu'il peut avoir différentes couleurs allant de incolore à gris. Et vous voyez sur la photo, on a une forme assez mal définie et un éclat qu'on peut qualifier de gras, de vitreux, qui est un peu terne finalement. Bref, cette ressource qui est tout à fait officielle et que vous pourriez être amené à utiliser au bac, si toutefois il y a encore des épreuves pratiques, je vous la mets en lien dans la description si vous voulez y jeter un œil. Bon, on va pas faire ça maintenant, de toute façon vous avez des photos qui vous donnent les solutions. Si on regarde le granit sain, on distingue facilement trois minéraux principaux, alors le quartz que vous reconnaissez maintenant, mais aussi des feldspats qui sont blancs et des micas, ce sont les petites paillettes noires et brillantes. Lorsque le granit s'altère, certains minéraux changent d'aspect, changent de couleur, s'oxydent, alors ça devient plus difficile de les identifier. Ici, feldspat et mica ont changé d'aspect, tandis que le quartz est plus résistant à l'altération. Si on pousse jusqu'au stade arène, c'est-à-dire sable grossier, les minéraux sont davantage altérés, ils ont tendance à se dissocier les uns des autres et le mica est devenu essentiellement de la poudre d'argile. Donc cette altération s'accompagne d'une perte de cohésion de la roche qui s'effrite plus facilement et dont les minéraux, les particules sont facilement entraînées par l'eau. Maintenant que j'ai précisé ça, regardons ce schéma. C'est ce qu'on appelle un bloc diagramme et ça représente un paysage qui existe, ça se trouve en Saône-et-Loire. Alors on a un massif montagneux, le massif Rochebain, sur lequel il pleut plus ou moins régulièrement, et cette eau ruisselle sur sa surface, forme une rivière qui dévale la pente, devient souterraine à un moment puisque l'eau s'infiltre dans des fissures de la roche. Vous remarquez au passage que le sous-sol est granitique ici. La rivière parcourt un long chemin, elle arrive sur un massif calcaire et traverse la grotte d'Azé, qui est un lieu touristique local. Ça ressemble à ça, vous distinguez la rivière, mais aussi des stalactites, des stalagmites. Et au final, on a une résurgence de la rivière qui est de nouveau visible en surface un peu plus loin. Très bien, on mesure la conductivité de l'eau aux 3 points de prélèvement, 1, 2 et 3, qui sont notés sur le diagramme. La conductivité, c'est la capacité à conduire le courant électrique. Alors, on dit généralement que l'eau conduit le courant, ce qui est souvent vrai dans la vie quotidienne. Certains le savent mieux que d'autres. Mais en fait, l'eau pure, H2O, est plutôt un isolant. En fait, ce sont les ions minéraux dissous dans l'eau qui sont responsables de la conductivité. Un ion, je rappelle, c'est un élément ou une molécule chargée positivement ou négativement.
Que nous indique le tableau? Eh bien, il nous dit que la conductivité augmente le long du trajet de l'eau. On passe de 58 à 410 à 552 microsiemens par centimètre. En d'autres termes, la concentration en ions augmente. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'eau s'enrichit en ions, mais aussi en particules, qui proviennent des différentes roches sur lesquelles l'eau est passée. Ceci confirme que l'eau est un agent très important pour l'altération des roches, mais aussi leur érosion, puisque les particules et les ions sont déplacés, sont transportés. Alors, on a surtout parlé de l'action mécanique de l'eau, qui exerce des frottements sur les roches, qui peut aussi la fragmenter lors des alternances gel-dégel, mais il existe aussi une action chimique. Alors, je vais vous montrer ça sur deux roches, un granit et un calcaire. Le granit, on l'a vu, contient entre autres des minéraux qu'on appelle feldspaths, et notamment des feldspaths de type orthose. C'est juste leur nom. Au contact de l'eau, il va y avoir une réaction chimique qui entraîne la formation d'un minéral argileux, qu'on appelle la smectite, mais aussi une solution de lessivage qui contient des ions positifs, comme le potassium, K+, des ions négatifs, comme l'hydroxyde, OH-, et aussi de la silice, SiO2. Cette transformation est une réaction d'hydrolyse. Maintenant, si on prend du calcaire et qu'on le met dans l'eau, alors le calcaire c'est essentiellement du carbonate de calcium, CaCO3, avec l'eau, laquelle contient généralement toujours des traces de CO2, on obtient une dissociation en ion calcium, Ca2+, et hydrogénocarbonate, HCO3-. Cette transformation est une réaction de dissolution. Dissolution et hydrolyse sont deux réactions qui contribuent à l'altération chimique des roches. Regardons à présent ces deux documents. Alors en haut, un planisphère qui vous montre l'érosion due à la pluie. Les couleurs correspondent à la valeur de ce qu'on appelle le facteur R. Plus celui-ci est élevé, plus l'érosion est importante. On remarque que les zones en bleu et vert foncé, là où il y a beaucoup d'érosion, sont situées principalement dans la zone intertropicale qui est centrée sur l'équateur, c'est la ligne de latitude 0 degré. En bas, c'est l'altération qui vous est présentée et on va mesurer son épaisseur en mètres. L'axe des abscisses correspond à la latitude en degrés. Alors 90 degrés, ce sont les pôles, nord et sud. 60 et 30 degrés, j'indique à présent ces lignes sur la carte pour que vous puissiez bien les visualiser. Qu'est-ce qu'on voit? L'altération est la plus forte dans la région autour de l'équateur, là où il fait chaud et où surtout les précipitations sont abondantes. Vous voyez, on a quand même une altération sur plus de 5 mètres d'épaisseur, ce qui est considérable. Bilan, qu'il s'agisse d'altération ou d'érosion, le climat est un facteur important et on a des conditions optimales dans les régions humides situées entre les deux tropiques. Un petit mot rapide sur la végétation qui peut aussi contribuer à l'altération. Les racines des arbres peuvent exercer une action mécanique et fissurer la roche. Ici, là ou là, vous avez des exemples particulièrement éloquents. En revanche, la végétation peut aussi limiter l'érosion. Ce réseau racinaire que vous voyez va consolider le sol et va l'empêcher d'être totalement emporté par l'eau à proximité. D'une manière générale, le couvert végétal protège les sols des eaux de ruissellement et ou de l'assèchement par le vent, donc encore une fois, ralentit l'érosion. Dernière photo où vous voyez des personnes en train d'installer des espèces de barrières pour retenir le sable, pour délimiter des dunes et éviter ainsi qu'elles soient dispersées par le vent. Ça empêche aussi les utilisateurs de la plage de venir piétiner ces dunes et de les éroder. Et vous voyez aussi qu'il y a de la végétation qui permet de stabiliser tout ça. Donc ici, pour une fois, c'est un effet positif de l'action humaine qui vise à limiter l'érosion du littoral, érosion naturelle et érosion artificielle également. Voilà, on a vu beaucoup de choses. Ça va être à vous maintenant de synthétiser ces données, d'organiser votre réflexion et de construire un schéma récapitulatif qui soit le plus clair et le plus complet possible. À vous de voir le degré de précision qui vous semble pertinent, à vous de voir comment vous pouvez agencer, relier les différents éléments entre eux de manière compréhensible. Ça vous servira au passage de fiches de révision. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir à tout ça et je vous proposerai un exemple de schéma d'ici quelques jours. Il apparaîtra sous la forme d'une image à gauche de l'écran.